Ça peut être pas mal. Voilà. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur notre second webinaire, les cahiers techniques LVF, consacré aujourd'hui au contrôle de température des aliments. Afin de nous éclairer sur les bonnes méthodes et les solutions existantes, nous avons convié donc à ce deuxième cahier technique LVF notre expert, Monsieur Augustin Courcou. Bonjour Augustin. Bonjour Sébastien, bonjour à tous et à toutes. Écoutez, merci Bienvenue. de ton invitation. Bienvenue, on est content de te recevoir ce matin. Augustin est notre spécialiste en ce domaine et possède une expérience et une expertise inestimable sur les différentes solutions de marché. Et l'idée est vraiment qu'il vienne nous éclairer sur toutes les possibilités. Nous sommes également avec Alexandra à ce jour. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour Alexandra, qui est notre responsable marketing chez LVF et qui sera aux manettes de ce webinaire. Merci à vous qui nous avez rejoints, professionnels, particuliers, curieux et anonymes. Nous allons nous efforcer en 30 minutes d'aborder de façon, on espère, la plus ludique et la plus interactive possible ces sujets-là. Juste avant de commencer, et afin de fluidifier la présentation, je vais vous demander de couper vos micros. N'hésitez pas, par contre, tout au long de la présentation, à poser vos questions dans le chat. Alexandra, ici présente, en prendra bonne note et on revient très rapidement vers vous à la fin de la présentation pour faire un tour donc, sur les questions du chat. Et puis, si vous le souhaitez, là, ce sera vraiment avec plaisir, vous pourrez également prendre la parole en direct, ce sera peut-être encore plus vivant. Voilà. Merci. Oui, alors c'est dans le petit onglet conversation. C'est la petite bulle qui est en haut de l'écran, c'est ça qui apparaît logiquement pour tout le monde sur ce Teams. Voilà, sans plus tarder, Augustin, je te cède la parole pour débuter cette présentation. Alors, je serai aux manettes de bascule de slide, donc n'hésite pas à me dire si tu souhaites avancer au slide suivant. Augustin, Parfait. Allez, c'est parti. Voilà. Donc rapidement, moi je me présente Augustin Courcou, je m'occupe depuis plus de 15 ans de la commercialisation de thermomètres en particulier et d'autres instruments de mesure auprès plein de secteurs d'activité, notamment tout ce qui est métier de bouche et chaîne du froid, tout mon intervention aujourd'hui. Voilà. Et donc là, on va essayer de vous présenter tous les instruments autour de la température pour garantir la meilleure les meilleures conservations de tous les aliments tout au long de la chaîne du froid, à la fois de la production jusqu'à l'utilisation pour le consommateur final. Voilà. Ok, merci Augustin. Alors voilà, c'est parti. Alors pourquoi contrôler la température des aliments frais et surgelés? Alors, tout simplement, la première des choses, c'est bien évidemment la sécurité alimentaire. Parce qu'on sait bien qu'un produit qui est mal conservé, on a plein de petites bactéries qui se développent, qui peuvent être plus ou moins méchantes. Je vais en citer quelques-unes. La plus courante, c'est la salmonelle. On a aussi le staphylocoque doré, par exemple. Voilà, ces salmonelles, ces staphylocoques, c'est quand même la salmonelle, entre 150 et 200 000 cas par an, pour à peu près 50 à 100 morts par an, donc c'est assez courant. C'est quelque chose qui touche la majorité des gens. Vous allez avoir une bonne gastro, voilà, ça va rapidement passer. Par contre, des populations fragiles, bébés, personnes âgées ou personnes malades, ça peut rapidement soit entraîner des hospitalisations, soit avoir une mortalité. Et il y a aussi une autre bactérie qui s'appelle le botulisme, qui est beaucoup plus grave, où là, on a une vingtaine de cas par an, mais il y a un ou deux morts par an. Voilà. Le cas le plus récent qu'on a eu, c'était l'année dernière à Bordeaux, où le Chinchine-Bar, il y avait eu un cas important avec un mort derrière. Voilà, on en a parlé récemment. Donc voilà, donc vraiment, la sécurité alimentaire, c'est l'élément principal pour la conservation des aliments. Ensuite, vous avez évidemment la qualité des produits. Un aliment qui est bien conservé va garder toutes ses qualités intrinsèques, voilà, pour à la fois gustative et à la fois en termes d'apport pour la personne.
Ensuite, bien sûr, tout ce qui est fraîcheur, parce qu'un aliment, on le sait bien, qui est mal conservé, je prends le cas de la banane, si vous ne le conservez pas à la bonne température, elle va noircir, etc. Donc la fraîcheur et la conservation dans le temps des aliments, qui va être plus longue, bien sûr, si c'est mieux préservé. Par rapport à ça, vous devez bien sûr être conforme à tout ce qui est réglementaire. Donc, pourquoi contrôler? C'est parce que l'État le demande et impose une certaine règle et notamment des résultats la plupart du temps. Donc, vous devez contrôler en fait la chaîne du froid tant que le produit est entre vos mains pour être en conformité avec ce que demande l'État et notamment les services, les services de l'État. Voilà. Et la dernière chose pour tous les professionnels, c'est bien évidemment pour réduire les pertes financières, parce que des produits qui ne sont plus bons que vous devez bénir, c'est un coût déjà pour l'entreprise, mais ça peut être également un impact sur vos clients, parce que si vous avez une perte et que vous ne pouvez plus livrer une prestation, vous risquez de perdre des clients. Donc c'est à la fois dommageable en termes économiques et également pour votre image à terme pour votre activité. Voilà. Ok, Augustin, très bien, très clair. Merci. Alors, Donc, pour effectuer ces contrôles de température, on a plein de produits très différents que je vais te laisser nous présenter. Alors, des produits plus anciens, mais hyper performants finalement, qui n'ont pas perdu de leur superbe. Voilà, je te laisse nous en dire plus. Ouais, alors l'idée, c'est plutôt de vous montrer un petit peu tout ce qui existe sur le marché, des produits traditionnels aux produits aujourd'hui connectés et autres qui existent. Voilà. Et donc, je suis parti tout simplement des produits traditionnels qu'on a, type les thermomètres à dilatation, pour aller vers des produits type enregistreur LoRa, Sigfox et autres que vous pouvez retrouver en IoT pour gérer votre chaîne du froid. Voilà. Donc, on a donc d'abord les thermomètres en verre. Thermomètre bimétal, on va passer très rapidement parce que c'est les thermomètres aiguilles. Voilà. Les plus utilisés aujourd'hui, qui sont tout ce qui est thermomètre sonde pour le contrôle de la chaîne du froid ou en cuisine. Les thermomètres infrarouges, qui présentent quand même un certain intérêt et aujourd'hui sont pas mal utilisés dans la chaîne du froid. Et ensuite, tout ce qui est enregistreur de température, traditionnel aujourd'hui, et IoT, produits connectés. Voilà. Ok. Sur le volume des thermomètres finalement du marché, quel est, allez, peut-être le top 2 des produits là, les plus vendus aujourd'hui? Top 2, on va avoir le premier, tout simplement, ça va être le petit thermomètre à dilatation que vous avez au-dessus du thermomètre électronique à droite. Là, le produit que vous mettez dans le frigo, ça reste ce qu'on met partout. Là, je parle en volume. Voilà. En volume, ça reste un produit traditionnel parce que vous devez avoir contrôlé partout. Donc, c'est souvent le produit qui est rajouté en complément dans un frigo. Le petit thermomètre comme ça. Et le top 2, ça va être le thermomètre sonde à piquer. Il en existe énormément de modèles différents, mais le thermomètre sonde, parce que dans la chaîne du froid, c'est le produit qui est de toute façon obligatoire et qu'on demande pour tout ce qui est réception et contrôle, à la fois dans la chaîne du froid, dans la chaîne du chaud, à toutes les étapes des contrôles. Le thermomètre sonde, où là, on parle d'également plus de 100 000 thermomètres par an facilement sur le marché. D'accord. Voilà. Le thermomètre un peu traditionnel, la diamercure, en termes de durabilité, on en trouve de très très vieux. Là, tout le monde en a dans un coin, dans une pièce. C'est des produits qui restent plus stables ou plus techniquement dans le temps, plus stables. Tu vois, on a peut-être moins de variations de fiabilité avec ce produit-là. Ça reste fiable, un vieux thermomètre type mercure, voilà, dans le temps. Alors, ouais, ce que je te propose, c'est qu'on démarre la On en slide parle 1 après. justement sur les thermomètres en verre, parce que c'est là. Mais en effet, un thermomètre en verre, par rapport à ce que dit Sébastien, ça présente un intérêt certain parce que tout simplement, une fois que le tube est fermé, vous n'avez plus d'air qui rentre. Donc, en fait, il va rester très stable. Par rapport à un produit électronique, vous allez avoir une oxydation de tous ces capteurs, tout ce qui est métal. Là, vous n'avez pas d'air qui rentre à l'intérieur. Et donc, vous avez une stabilité dans le temps qui est impeccable. En général, un thermomètre en verre, on va te demander de le contrôler une fois tous les 10 ans, contrairement à un produit électronique où traditionnellement, c'est tous les ans. Donc, il y a une stabilité dans le temps très importante. Deuxième chose, je rebondis sur ce qu'a dit Sébastien. Donc,
Il appelle ça thermomètre à mercure. Le mercure est interdit depuis 2014 auprès des professionnels, auprès des particuliers depuis 2007 ou 2008, je ne me souviens plus exactement. Voilà, mais aujourd'hui, c'est plus du mercure à l'intérieur, je rassure tout le monde. C'est un dérivé du pétrole, la plupart du temps, qui est coloré en rouge ou dans d'autres couleurs, voilà, qui a un coefficient de dilatation et qui se dilate. Voilà. Donc, ce n'est plus du mercure dans les thermomètres. En général, on appelle ça thermomètre liquide rouge ou thermomètre à alcool, mais c'est un dérivé du pétrole qui est à l'intérieur. Voilà. Ok, entendu. Merci, Augustin. Donc voilà, donc le thermomètre à dilatation. Donc ce que je disais, un pétrole désaromatisé, donc voilà, ou le kerdane, avec le liquide qui se dilate, plus ou moins. Euh, alors, donc le désavantage de ce produit, c'est vrai que la lisibilité n'est pas très simple. On ne voit pas le dixième de degré souvent. C'est moins facile de lire un thermomètre à dilatation qu'un produit électronique. Et que pour avoir une très bonne précision, parce qu'on peut l'avoir, il faut avoir une échelle très dilatée. Donc vous allez avoir un produit qui va être très très grand sur la plage de température souhaitée. Donc aujourd'hui, en général, on utilise beaucoup des produits électroniques. C'est quand même le plus simple. Voilà. Mais très bonne stabilité dans le temps, très durable. Donc, un produit, si vous ne le cassez pas, 20-30 ans après, en général, vous allez avoir un thermomètre qui va avoir dévié d'un ou deux dixièmes, mais il va rester très stable. Donc, si vous n'en avez pas vraiment l'utilité d'avoir un produit qui enregistre ou qui apporte certaines choses, le thermomètre en verre apporte vraiment encore aujourd'hui un intérêt. Et deuxième intérêt également, c'est que ça reste un produit vert parce que voilà, durable parce qu'il consomme absolument aucune énergie. C'est un produit naturel, dilatation, contraction du liquide, voilà, en fonction des températures. Donc, vous le mettez au mur 20 ou 30 ans, ou dans votre frigo, il va consommer zéro énergie, contrairement à un produit électronique, vous allez bien sûr avoir des piles à remplacer. Voilà. Donc, Donc, un très bon bilan RSE sur ce produit-là. Voilà. ouais, par exemple, très bon bilan RSE, durabilité, mais moins pratique qu'un produit électronique aujourd'hui dans beaucoup d'activités, et un produit qui va se casser, bien sûr, s'il tombe, contrairement à un électronique qui va être quand même plus résistant. Allez, très bien, merci. Alors, les bimétaux, what else? Alors, je passerai assez vite là-dessus, je l'ai juste mis parce que c'est plus utilisé dans les pays anglo-saxons, là on trouve un petit peu en France. Voilà, c'est en fait par rapport aux produits à dilatation, ça reste un produit traditionnel, naturel, donc il n'utilise pas d'énergie, donc il est intéressant pour ça. Vous avez une spirale en métallique qui va ouais, qui va réagir en fait. Le métal se contracte ou se dilate par rapport à la température et ça va faire bouger l'aiguille. Ce qui est intéressant par rapport aux produits en verre à dilatation, c'est que la lisibilité est meilleure. Par contre, c'est moins durable dans le temps parce que c'est du métal, ça s'oxyde, donc ça va perdre en précision. Et puis pareil, vous avez des échelles de température pour avoir une très bonne précision sur ce type de produit, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est pratique, bonne lisibilité, mais voilà, c'est moins de durabilité dans le temps. Bien entendu. Hop là, donc on va passer au thermomètre sonde en lecture directe, les plus courants et les plus fiables. Voilà, donc là, on rentre dans le qui est très, très, très utilisé aujourd'hui dans tous les métiers, à la fois pour cuisiner et surtout dans la chaîne du froid. Donc, il y a trois grands types de thermomètres en termes de, de fonctionnalité, non, pardon, de fonctionnalité thermistance ou thermocoupe, c'est le type de thermomètre. D'abord, la thermistance, c'est un produit le plus utilisé sur le marché, qui est fiable et très bon marché, pas hyper précis, mais qui rend service pour la plupart des cas, à 95%. Ça va vous permettre tout simplement, pour tout le contrôle des températures, pour la cuisine, très, très, très utilisé. Voilà, c'est le produit à thermistan. Je verrai après les caractéristiques, ce qu'on recherche dans ce type de produit. Et ensuite, il en existe deux autres avec d'autres techniques. C'est le thermocouple, où là, c'est un produit qui est plutôt bon marché également. Par contre, qui va permettre d'avoir soit d'être très bas en température ou très très haut. On voit que ça peut avoir des plages de température jusqu'à 1700 degrés avec un temps de réponse rapide. Donc, ça peut servir dans pas mal de cas un peu spécifiques. Et le gros avantage également, vous voyez sur l'image à droite en jaune, les sondes de température. On peut mettre plein de types de sondes différentes sur un boîtier, ce qui permet d'avoir un boîtier qui va servir à la fois
pour de la chaîne, pour de la cuisson sous vide, pour contrôler le grill avec une autre sonde, la température de votre grill, etc., etc. Donc, une palette d'utilisation beaucoup plus large qu'une thermistance où là, vous allez avoir un produit souvent pour une application. Voilà pour le thermocouple. La PT100 ou la PT1000, ça va plutôt être des produits de précision que vous allez utiliser, par exemple, pour contrôler vos autres appareils. Ce produit va permettre d'avoir souvent des précisions du dixième de degré, voire encore plus précis que ça. Et ça va vous permettre de contrôler, si vous avez 100, 200 thermomètres chez vous, la PT100 va vous permettre de contrôler vos appareils, voir s'ils sont encore bons. Donc, c'est des produits très complémentaires. Le gros du volume se fait sur les produits à thermistance, voilà. Le thermocouple est bien présent également et la PT100, PT1000, des produits beaucoup plus chers, mais qui vont vous apporter un service de cas plus précis. On le retrouve souvent dans les grosses sociétés, dans les services qualité, voilà, pour contrôler les autres appareils. Ok, voilà très pour bien. les différents types. J'imagine que effectivement les prix de ces produits sont gradables. On est sur quelques dizaines d'euros pour le premier produit et puis ensuite on monte en qualité et en performance. Ok, on va passer au slide suivant sur les différents types. Voilà. Alors, donc les différents types de thermomètres qu'on va retrouver, donc vous trouvez à gauche le thermomètre sonde, ce qu'on appelle thermomètre stylo, avec notamment le Checktemp Dana, qui est une référence sur le marché en France depuis quelques années. Mais il en existe voilà, des dizaines de modèles différents. C'est le gros du volume, c'est ce thermomètre sonde qui est utilisé dans toute activité, chaîne du froid, même chez soi pour faire de la confiture, et bien sûr pour tout ce qui est chaîne du froid, en quai de réception, en contrôle interne pour les frigos, en chaîne du chaud, énormément d'applications, et là on parle de plus de 100 000 thermomètres par an sur les thermomètres sondes comme ça, ou stylo. Le gros du volume. Je verrai après les différentes spécificités, en tout cas qualités qu'on attend de ce produit. Le deuxième appareil, voilà, c'est des thermomètres sonde filaires que vous avez, qui sont pas mal utilisés, où là, ça va permettre d'avoir une sonde déportée. Donc, c'est plus en termes de praticité dans l'utilisation. La sonde déportée pour poser le boîtier et prendre la température dans des endroits un peu plus moins pratiques, ou alors d'avoir une main libre pour prendre la température. D'accord, très bien. Le thermomètre sonde amovible rétractable, donc on peut protéger la sonde. Voilà, c'est ça. Donc là, la sonde, en fait, va sortir ou rentrer en fait, du boîtier. Deux intérêts par rapport aux autres. D'une part, vous allez éviter de casser la sonde si vous l'avez mise dans votre poche de pantalon, etc., ou dans une utilisation, parce qu'elle va se rentrer, donc elle risque pas de se plier lors d'une mauvaise utilisation, ce qui arrive quand même assez couramment. Voilà, j'entends toujours chaque secteur d'activité qui me dit que leurs utilisateurs sont plutôt pas très doux avec le matériel. Donc, ça peut être pratique par rapport à ça. La deuxième chose, c'est que c'est en termes pour se protéger, c'est moins dangereux tout simplement. Quand le produit est rentré, vous n'avez pas la sonde en permanence. Donc, on risque moins de se blesser avec ce produit et que la sonde qui se rentre. Voilà. Sinon, l'usage est exactement le même que dans les autres produits, évidemment, en termes de sonde stylo. Voilà. Okay. Le dernier, la sonde avec la poignée, là, c'est plus pour avoir une très bonne prise en main. Voilà, donc si vous allez percer dans des choses très solides, soit dans une pâte épaisse, soit même dans des produits surgelés, des choses comme ça, ou entre deux cartons, vous avez besoin d'enfoncer de manière très forte. La bonne prise en main vous permet tout simplement de bien manier votre thermomètre sans risquer de le plier ou de le perdre quand vous le faites. Voilà. Les différents types de thermomètres sondes qu'on peut retrouver sur le marché et dans l'usage classique. Ça. Allez, on déroule parce qu'effectivement, le temps passe. Hop. Slide suivant. Principale performance des produits pour choisir. Alors, plein de choses à dire là-dessus. Je vais essayer d'être court et concis, vu que le temps est short. Donc, tout d'abord, la plage de température. Traditionnellement, un thermomètre électronique à sonde, il va prendre de moins 50 ou de moins 40 à plus de 100. Ça suffit largement pour la plupart des usages. Pour la chaîne du froid et du chaud, parce que entre moins 40 et plus 70-80, en dehors de ça, vous n'avez pas vraiment d'avoir besoin de plages plus importantes. Même pour la cuisine à cœur,
au-dessus de 150, 160 degrés, votre produit il est carbonisé. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir des plages de température plus importantes. Donc, voilà, des thermomètres qui vont de moins 40 à plus de 100 en général, la plupart du temps. La précision. Donc là, qu'est-ce qu'on attend d'un thermomètre? Tout dépend de l'usage que vous en faites. Mais les thermomètres sondes vont être en général précis entre moins 10 à 100 degrés, autour de 0,3 degrés, plus ou moins 0,3 à plus ou moins 1 degré. Voilà, c'est le plus classique et c'est ce qui suffit dans la plupart des cas aujourd'hui, à moins de bosser dans des métiers très spécifiques comme la santé, les médicaments, où là vous avez besoin de précision importante. On a rarement besoin d'une meilleure précision que le 0,5 degré. Rarement. Voilà. Petite remarque en passant, parce qu'on a souvent le cas. Vous voyez à gauche le petit écran avec le dixième de degré. C'est la petite subtilité d'un thermomètre électronique. On parle de précision et on parle de résolution. L'affichage que vous voyez à l'écran, c'est la résolution. Donc là, le 20,2 qu'on voit, c'est une résolution, donc au dixième. L'unité la plus petite affichée, c'est la résolution. Par contre, ça n'indique pas la précision de l'appareil. L'appareil, il est donné soit dans les specs, la fiche technique, soit dans la notice que vous avez. Et là, vous allez avoir une plage de précision selon la plage de température. La précision va être en général de plus ou moins 0,5, plus ou moins 1 dans certaines plages de température. Ça, c'est la précision. La Une super résolution, c'est remarque vraiment parce que l'affichage. on a eu cette question il n'y a pas très très longtemps la semaine dernière. Voilà, donc, Ça très bonne. revient régulièrement, c'est là. Et on le Ouais. voit souvent même sur des gens qui ne sont pas spécialistes, qui vendent des thermomètres. Vous allez voir marqué la précision au dixième de degré. Souvent, ils se trompent. En fait, c'était la résolution. Voilà. D'accord. Ouais. Donc voilà, résolution. Ce que vous allez rechercher ensuite, bien sûr, c'est l'étanchéité. Dans quel usage vous avez votre produit, quelle étanchéité vous avez besoin pour votre appareil. Donc, petit rappel, qu'est-ce que l'IP? L'IP, vous avez deux chiffres en général. Une IP67, par exemple, sur un appareil. Le premier chiffre, ça va être tout ce qui est solide, donc qui va résister à l'épaisseur du produit. Plus le chiffre est élevé, plus ça va être quelque chose de fin, donc vers les farines, on parle de poussière jusqu'aux farines. Voilà. Donc, plus le chiffre est élevé, il va être étanche à des produits de plus en plus fins. Et le deuxième chiffre, le 7 pour IP67, ça va être étanchéité pour l'eau. Donc, plus il va être élevé, plus il va résister, et plus il va être étanche. Donc, il va résister soit à des jets, soit à de l'immersion, etc., etc. Voilà. Donc, on dit qu'en général, un thermomètre va résister à un lavage en lave-vaisselle à partir d'une IP66. Donc, le deuxième chiffre est un 6. Là, il va résister à un lave-vaisselle. L'idéal, c'est même un 67 pour résister à un lavage en lave-vaisselle. Ok. Voilà. Et point très important, la vitesse de mesure de votre thermomètre. Parce que quand vous utilisez un thermomètre, on pense rarement à regarder la vitesse de mesure de l'appareil. Or, c'est souvent quand vous êtes en usage, que vous prenez une température entre deux cartons ou à cœur, si vous restez planté dans votre produit pendant 30 secondes à 1 minute pour prendre la température, le temps va vous paraître très long. Donc, la vitesse de mesure de votre appareil est un élément non négligeable. Donc, c'est en général, ça peut être affiché, voilà. En tout cas, ça peut être indiqué. Ou alors, ça va être juste marqué réponse rapide. Là, en général, ça veut dire que c'est une réponse aux alentours des 10 secondes. Un élément important pour voir si votre appareil va réagir assez vite, ça va être éventuellement ce que vous voyez à droite là. Et vous allez avoir une sonde très fine qui va vous permettre, en général, d'avoir une réactivité plus importante de votre thermomètre. Voilà. D'accord. Donc, c'est ça. Les éléments à prendre en compte quand vous choisissez votre thermomètre, c'est la plage de température selon l'usage que vous allez en faire, la précision dont vous avez besoin selon le secteur d'activité. Voilà, si vous contrôlez les fruits et légumes, bien sûr, vous n'avez pas besoin de la même précision que pour contrôler, par exemple, des sushis, des choses comme ça. Ce n'est pas du tout les mêmes contraintes. Et ensuite, souvent, la vitesse de mesure et l'IP. C'est les éléments principaux que vous allez rechercher. Ok, Augustin. Ouais, bien compris, merci. Alors, Un pas dans la modernité, voilà. les thermomètres connectés. Ces produits sondes, aujourd'hui, étaient en lecture directe, c'est-à-dire que vous prenez le thermomètre, vous le mettez dedans, vous lisez votre appareil. Là, on commence à voir arriver sur le marché depuis
maintenant 2-3 ans principalement, des produits connectés. La plupart du temps, là, ça va être du Bluetooth ou alors du Wi-Fi. Ces produits-là vont être connectés soit à une tablette, soit à votre téléphone, et vont vous permettre, au moment de la prise de température de votre produit ou de votre réception, d'envoyer directement la température à une app, voilà, qui va être reliée soit à un PMS, soit à une application de votre système. Aujourd'hui, on retrouve ces produits principalement dans les grosses chaînes voilà, de restauration. Je vais citer McDo, KFC, ces chaînes-là qui ont vraiment au niveau d'hygiène des process très, très, très intégrés et donc qui imposent d'avoir des systèmes comme ceci. Comme ça, ils n'ont absolument aucun doute sur toute la chaîne du froid et toutes les données remontent en automatique dans leur système. C'est vraiment le gros intérêt de ces produits-là. On le retrouve rarement chez les indépendants ou dans les petites enseignes, mais on commence à le voir maintenant. Pas mal de toutes les chaînes de boulangerie industrielle commencent à s'équiper avec ça et le relier à leur propre PMS. Donc là, vous avez simplement des boîtes qui fournissent des thermomètres avec le protocole et les gens peuvent le relier à leur PMS interne. Voilà. Donc, ça arrive sur le marché, ça se met en place. Des produits, différentes marques enfants, là vous avez différents modèles, et un intérêt demain pour relier ça et pour avoir des systèmes complètement intégrés. Voilà. Par contre, c'est des produits qui sont quand même assez sensibles, avec des prix beaucoup plus importants que les thermomètres à lecture directe. Donc ça veut dire qu'il faut faire quand même attention au matériel là, parce qu'on est facilement à des appareils qui valent entre 100 et 200 euros. Alors que, on l'a dit tout à l'heure, le thermomètre son classique, vous allez en trouver à 20-30 euros sur des modèles assez standards. Ok, entendu. Voilà. Je ne l'ai pas dit avant, on a parlé de tout ce qui était réglementation. Si tu veux revenir à la fiche d'avant, je suis désolé. Oui, Ouais, tout ce qui est réglementation de ces appareils-là, bien sûr, c'est des appareils électroniques. Donc, vous avez les classiques CE et ROHS qui doivent intégrer tous les thermomètres électroniques. On a, si vous avez des produits, pour prendre à cœur dans les produits, vous devez avoir bien sûr le contact alimentaire sur les sondes en inox. Donc là, en général, la plupart des produits l'ont. Vous avez certaines normes, donc là spécifiques à des appareils de mesure. Donc en France, on a la NF EN 13485, là, qui concerne en fait tout ce qui est thermomètre et indicateur de température. Je dis bien NF EN 13485 parce qu'il existe avec exactement les mêmes chiffres l'ISO 13485 qui est dans le domaine médical. Donc attention à ça, on parle bien de NF EN 13485. Rattaché à ça, après pour les enregistreurs, vous avez l'EN 12830 et pour contrôler tous ces appareils, là c'est les process de vérification, la norme NF EN 13486. Je ne rentre pas dans les détails, vous la retrouvez sur la FNOR, vous avez voilà, toutes ces normes-là. Attention, bien sûr, ça va vous donner une certaine qualité de produit, vous allez avoir une certaine précision, réactivité, une IP, etc., une traçabilité de l'appareil, éventuellement des certificats qui vont vous les accompagner. Donc là, toutes les normes, ça va vous donner en fait comme ça une garantie que vous avez des appareils qui vont répondre à certains éléments ou à certains cahiers des charges. Ce n'est pas obligatoire. Je précise bien que la plupart du temps, vous avez une obligation de résultat et pas une obligation de moyens. Il y a certains secteurs qui ont une obligation de moyens, voilà, quand c'est des choses très spécifiques. Il y a des protocoles qui ont été mis en place, par exemple, de mémoire dans les acteurs de la chaîne du froid, à la fois logistique et distributeur, froid et surgelé, ont certaines obligations de moyens, mais la plupart du temps, c'est une obligation de résultat. Donc ça, c'est des outils qui vont vous aider d'avoir certains outils de bonne qualité et vous garantir dessus, mais vous n'avez pas l'obligation de les avoir. Ce qu'on va vous demander, par contre, c'est de garantir que votre appareil est régulièrement vérifié, donc soit avec un certificat d'étalonnage ou de calibration qu'on peut vous demander. Voilà, ça, c'est des éléments importants. Voilà, je ne sais pas si vous, Sébastien, c'était clair là-dessus. Ouais. Oui. Alors, sur la partie étalonnage ou calibration, alors le chrono tourne, donc il faut qu'on soit le plus concis possible. Les gens n'hésiteront pas à revenir vers nous ensuite pour des questions plus individuelles. Mais est-ce que tu peux nous schématiser peut-être les deux sujets, étalonnage et calibration, comment ça fonctionne? Parce qu'il y a souvent des questions sur ce point-là. Alors, voilà.
en français, je dis bien en français parce qu'en anglais c'est différent, mais en français, étalonnage et calibration, voilà, on ne parle pas du tout de la même chose pour un certificat d'étalonnage et de calibration. Un certificat de calibration en soi n'a pas tellement de valeur. On vous garantit jusqu'au moment où l'appareil a été calibré, lorsqu'il a été produit, il a été calibré par exemple à 0 degré. On vous garantit juste ça. Il a été calibré à 0 degré avec une précision de plus ou moins 5, de plus ou moins 1 degré. Voilà. C'est juste un certificat qui est donné par le fabricant au moment de la production de l'appareil. Voilà. Et ça, on peut Par se contre, dire que ce certificat, quoi qu'il arrive, a une durée de vie d'1 an? en général, on dit que voilà, il a une durée de vie d'1 an à partir du moment de la mise où vous le mettez en marche, où vous Ok, l'utilisez. absolument. D'accord. Donc, moi, je le relirai ça souvent. C'est pour ça que je dis souvent aux gens de garder bien la facture du produit parce que on garantit 1 an les caractéristiques et les performances de l'appareil au bout pendant 1 an à partir du moment où il a été mis en service, cet appareil-là. Voilà. Donc, bien qu'on relier ça à la facture que vous avez auprès de votre vendeur. Donc ça, c'est la durée de vie classique de tout certificat. En général, on dit que c'est 1 an, ça suffit. Dans certains cas, on va demander 6 mois. Mais attention, plus vous allez demander de renouveler un certificat régulièrement, plus ça va être coûteux aussi. Donc attention à vos process que vous mettez en place dans vos entreprises. Plus vous mettez quelque chose de rigoureux, plus vous risquez d'avoir le bâton pour vous faire taper dessus. Et ensuite, plus ça va être coûteux aussi à suivre. Voilà. Et la deuxième chose, donc le certificat d'étalonnage. Donc là, c'est autre chose, c'est qu'on va vous garantir avec un étalon. On va vérifier en fait la précision de l'appareil par rapport à un étalon. Et là, on va pouvoir vous dire, attention, la température réelle, elle est de 0 degré. Le thermomètre exactement que on va contrôler, on va pouvoir vérifier qu'il a une dérive, par exemple, de 0,1, 0,2 degrés par rapport à la température réelle. Donc là, vous avez vraiment un certificat qui garantit que le thermomètre, il est à plus, par exemple, 0,2 degrés par rapport à la température réelle à 0 degré. Donc, c'est vraiment le certificat d'étalonnage qui fait foi. Et ensuite, vous avez différentes mêmes qualités dans les certificats d'étalonnage. Vous allez avoir le certificat d'étalonnage type usine, où là, c'est une usine qui va vous le garantir selon le process interne de l'usine, qui a déjà une certaine valeur. Et ensuite, vous allez avoir le certificat COFRAC, où là, c'est des process garantie nationale avec un réseau d'entreprises et de qualité qui vont vous garantir que le produit a bien été étalonné selon vraiment un process important. Voilà. Donc, tout dépend de ce que vous avez besoin. La plupart du temps, quand vous êtes sur des process classiques de contrôle de température dans l'alimentaire, les services Véton vont juste vous demander un certificat d'étalonnage d'usine, ça suffit largement. Voilà, c'est le plus courant. Okay. Et la question entre le coût d'un certificat d'étalonnage et finalement le rachat d'un produit un peu cheap, premier prix, avec une durabilité d'1 an, bah, la question peut se poser en fonction de la manipulation, des risques de perte, etc. etc. Enfin, on est toujours un peu sur ces deux sujets-là. Hein. Ouais, et après, le certificat d'étalonnage, souvent, va presque être plus coûteux qu'un nouvel appareil. Absolument, ouais, je comprends. Hélas, on ne parle pas pour l'écologie, là, mais c'est souvent moins coûteux de racheter un nouvel appareil. On est loin du RSE, mais bon, voilà, il y a un vrai choix à faire en fonction de la typologie et des besoins de chacun. Ouais, c'est ça. Et des utilisateurs. Ok, hop, hop. Bon, on en parle, ce sujet des thermomètres infrarouges qui défraie parfois la chronique, donc on va tous dire sur les thermomètres infrarouges. Ouais, très rapidement, le thermomètre infrarouge. Donc, alors, ça convertit le rayonnement thermique en une mesure de température, donc ça vous prend la température à distance. Donc, c'est de la température de surface. Voilà. Alors, le gros avantage de ce produit, c'est que c'est une mesure instantanée et que ça ne va pas détériorer le produit ou le colis que vous allez contrôler. Donc, c'est très pratique parce que c'est très rapide, instantanément, clac, 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 vous contrôlez, vous avez votre température en quelques dixièmes de seconde. Attention, par contre, c'est la température de surface. Donc, ça ne vous prend que l'extérieur de votre colis, évidemment, pas l'intérieur. Ce qui veut dire que vous avez une livraison de produits frais, vous réceptionnez votre palette, vous la sortez, votre quai, il est à température ambiante. Quelques minutes, la température extérieure de votre palette, ça se réchauffe. Si vous prenez juste la température de surface, vous allez rapidement voir que la température déjà est hors des clous.
Voilà. Donc, c'est une température de surface. Ça veut dire que votre process à réception en utilisant ça doit être très précis et la personne doit bien savoir l'utiliser pour être sûr que vous n'allez pas avoir des valeurs qui sont complètement folles. Et la deuxième chose, c'est que un thermomètre infrarouge n'est pas un appareil de précision. Donc, vous allez être souvent vers des températures de plus ou moins 2 degrés, contrairement aux appareils sondes qui vont être de plus ou moins 0,5, plus ou moins 1 degré. Donc, très précis, très rapide, donc très pratique, voilà. Mais par contre, température de surface et manque de précision. Ce qui fait que souvent, euh, vous pouvez en avoir pour l'utilisation dans votre chaîne du froid, dans votre contrôle. Pas de souci par rapport à ça. Par contre, vous devez avoir obligatoirement à côté un thermomètre sonde en cas de doute, parce que c'est le thermomètre sonde qui fera foi et pas le thermomètre infrarouge. En cas de contrôle des services vétos, si vous avez qu'un thermomètre infrarouge, vous allez vous faire retoquer. Il faut absolument un thermomètre sonde pour être sûr de la valeur et du contrôle. Voilà. Ok, j'entends. Et quant au thermomètre infrarouge, on le voit sur le petit schéma, là, sur le thermomètre qui est à l'écran. Plus on s'éloigne, plus on perd en précision du produit, c'est ça, non? Alors, c'est pas qu'on perd en précision, très bonne remarque, on le voit sur le petit schéma là en vert. Oui. C'est qu'en fait, le rayonnement, c'est pas. Vous avez en fait on a ce qu'on appelle, on confond souvent le laser avec l'infrarouge. Le laser, donc c'est le point rouge, c'est un pointeur. Le laser, il vous donne le centre de la cible. Par contre, plus vous vous éloignez de la cible, plus la zone mesurée va être large. Donc, en général, souvent les thermomètres infrarouges ont ce qu'on appelle une distance de 12 pour 1. Voilà, c'est le ratio. Ce qui veut dire qu'à 12 cm de votre cible, vous allez mesurer un cercle de 1 cm. Vous allez être à 24 cm, vous allez mesurer 2 cm de diamètre, etc., etc. Donc, plus vous vous éloignez, plus la zone de mesure va être large. D'accord. Donc, Voilà. en fait, on ne perd pas en précision finalement, mais on augmente la zone de mesure, tout C'est simplement. ça. Donc, Ok. si vous êtes trop loin, vous risquez de prendre le truc à côté en même temps. Et là, par contre, être faux dans la mesure que vous faites. C'est tout simplement Ouais, ça. bien sûr, bien Donc, sûr. vous mettez à 10-20 cm de votre produit, là, vous n'aurez pas trop de risques, mais pas plus loin que ça. D'accord, ouais, entendu. Voilà. Les enregistreurs. Je vais vite aller dans le cœur voilà, du sujet. Donc, les enregistreurs mécaniques, ce qui était beaucoup utilisé dans les années 90 jusqu'au début des années 2000, qui disparaissent petit à petit du marché. Très bon produit qui enregistre en fait les températures en local avec un disque papier sur lequel vont être marquées les courbes de température. Des produits très fiables. Aujourd'hui, remplacé de plus en plus par l'électronique. Il en manque encore quelques pièces par an, mais pratiquement plus. C'est des appareils relativement coûteux. Ils vont souvent coûter 400-500 euros. Et on vend encore aujourd'hui souvent tout ce qui est consommable, les papiers, les stylets qui vont avec. Voilà. Donc ça, c'était pour du local, de l'enregistrement de chambre froide. Aujourd'hui, donc, on passe de plus en plus sur l'électronique. On n'utilise pratiquement plus ces enregistreurs mécaniques. Donc là, on va passer sur le plus basique aujourd'hui, ça va être les clés USB, donc les types de data logger comme ceci, qui sont en fait des clés USB avec un capteur de température, éventuellement d'autres capteurs après, type hygrométrie. Ces clés-là, c'est souvent fourni avec un logiciel qui va vous permettre de paramétrer votre appareil et avec la fréquence d'enregistrement. Donc, par exemple, vous allez paramétrer votre appareil pour enregistrer toutes les 10 minutes la mesure de température. Souvent, ces appareils-là vont entre moins 30 plus 70, c'est les plages les plus classiques. Vous le paramétrez, ensuite vous le lancez, vous le mettez soit dans votre chambre froide, ou soit c'est très pratique en mobile pour enregistrer dans tout ce qui est transport de produits frais dans des camions ou dans des camionnettes, ou alors dans des glacières, comme c'est souvent le cas pour des petits lots. Et au bout d'une semaine ou du transport, vous le mettez dans votre PC et vous récupérez les courbes de température et toutes les datas enregistrées. Donc, ce sont ce qu'on appelle des mouchards, un peu comme les enregistreurs mécaniques. C'est de l'enregistrement local. Ça ne vous alerte pas, mais par contre, c'est assez pratique et ça vous enregistre absolument toutes les températures pendant le transport ou la période choisie. Voilà. Et ça ne peut pas être modifié. C'est intéressant, c'est assez low cost et puis c'est très mobile. Donc c'est un petit produit, c'est un petit produit en traçabilité qui est intéressant, qui peut être mis dans une chambre froide, qui peut être mis partout dans un carton Ouais. en transport externe. Ouais, c'est une bonne solution de mobilité.
On bascule sur enchaîne. slide suivant pour essayer de tenir Ouais. le timing. Tu voulais rajouter quelque chose, Augustin, Non, C'est bon? on a dit la majorité des choses. Ouais. Ok, super. Alors, Voilà. Un produit qu'on connaît bien chez LVF. ouais. Donc, alors, je passerai rapidement. Donc là, on a deux types de produits différents. À gauche, vous avez ce qu'on appelle les centrales et les produits traditionnels qu'on utilisait dans l'électronique pendant une trentaine d'années. Donc, des gros systèmes qui étaient câblés, etc. Donc, ces systèmes-là ont évolué aujourd'hui vers de l'IoT. Le principe, c'est que vous avez des capteurs de température dans les chambres froides qui vont transmettre les données de manière centralisée et vont permettre à la fois d'enregistrer les températures. Donc là, vous avez toutes les données enregistrées. Donc en cas de contrôle, vous pouvez contrôler, aucun problème, toutes les données sont disponibles. Et en plus de ça, ces systèmes vont vous permettre d'être alerté en cas de problème de température. Voilà. Donc, autrefois, on était beaucoup sur des produits, des systèmes câblés, donc avec des installations lourdes, parce qu'il fallait installer, avoir des installateurs, donc ça coûtait facilement quelques milliers d'euros, à la fois en matériel et en installation. Et on est aujourd'hui de plus en plus sur des produits en IoT, avec des produits connectés, comme vous avez à droite, où là, vous avez un boîtier. Là, c'est de la radiofréquence, mais on peut avoir différents types de produits. Ça peut être du Wi-Fi, ça peut être après des produits type LoRa ou Sigfox, donc avec des très longues portées, qui vont vous permettre d'enregistrer la température, de l'envoyer toutes les X minutes à un boîtier qui vont l'envoyer sur le cloud. C'est stocké sur un cloud. Et là, vous avez après soit une app, soit votre PC qui vont vous permettre de consulter toutes les données. Elles sont enregistrées, donc vous pouvez avoir des rapports en automatique. Et vous pouvez être alerté, bien sûr, en cas de problème de température, parce que votre chambre froide est sortie de la plage, vous avez une porte qui reste ouverte, donc ça se réchauffe, etc. Donc là, vous avez des alertes de température qui vous arrivent, soit avec des appels téléphoniques ou des SMS. Donc là, vous avez des abonnements, ou soit des systèmes aujourd'hui même qui sont sans abonnement, où là, c'est juste une notification qui arrive sur votre téléphone qui vous dit attention, vous avez un problème de température avec votre chambre froide. Ça vous permet de réagir très rapidement et souvent de sauver de la marchandise qui risquerait d'être perdue et que vous pourrez, dans ce cas-là, vous auriez plus de service le lendemain ou voire même de ne pas vous en rendre compte et d'avoir des risques sanitaires en livrant des produits qui sont sortis des bonnes plages de température et donc qui ont développé des bactéries très nocives. Voilà. Donc ça, c'est des éléments qui sont énormément développés sur les 10 dernières années. On a des produits qui deviennent abordables et qui sont vraiment très pratiques et simples à utiliser. Moi, c'est vraiment des produits qu'on utilise au quotidien avec beaucoup de gens. Et toutes les générations maintenant, aujourd'hui, n'ont aucun problème pour utiliser ça j'insiste dessus, avec des produits qui sont vraiment très simples et très efficaces et fiables dans le temps. Ça, c'est vraiment C'est important. du véritable plug and play. Ça s'installe très rapidement. L'application s'installe très rapidement. C'est vraiment un top runner. Là, c'est un produit qui est très, très apprécié par nos clients, ce produit-ci. Et effectivement, le point d'accroche souvent, c'est cette notion d'abonnement qui freine beaucoup de gens. Là, pour le coup, sur cette solution-là, elle est vraiment appréciée. OK. Donc voilà. Juste un petit mot sur les enregistreurs. Moi, aujourd'hui, j'insiste dessus. C'est vraiment des produits qui sont bien parce que on a encore pas mal de relevés, bien sûr, manuels pour les températures qui sont faits en général 1 à 2 fois par jour dans les chambres froides. Il ne faut pas se leurrer. C'est souvent pris comme une contrainte, donc c'est rarement bien fait avec des températures falsifiées. Et donc voilà, j'insiste bien, c'est que c'est les enregistreurs. On peut appeler ça des mouchards parce que voilà, avec un terme assez négatif, mais c'est quand même très important parce que aujourd'hui, il faut pas rigoler avec la chaîne du froid. Vous avez beau mettre tous des systèmes en place, vous êtes responsable vraiment légalement de ce que vous livrez à vos produits, que ce soit en distribution, que ce soit en restauration. Donc j'insiste énormément là-dessus, de livrer voilà, et de contrôler ça et de prendre très au sérieux, en effet, la chaîne du froid. Et les enregistreurs sont quand même une garantie de ne pas falsifier les éléments et d'avoir les éléments justes, de se remettre en cause si vraiment il y a des problèmes de chaîne du froid. Voilà. Du factuel, j'entends. Ouais, exactement. Bon, on va maintenant vous donner la parole. Merci Augustin, c'était très clair. On a essayé de rester le plus généraliste possible. Je ne sais pas si Alexandra, tu as des questions dans le chat. Alors, j'ai une question.
disons qu'on a un petit peu été au-delà du. Un petit peu débordé, mais pas de questions sur le chat. Bon, Augustin, c'est une bonne nouvelle, c'est que tu as été très clair. Et Catherine, tu as répondu à la majeure partie des questions. Bon, on peut, je sais pas, si quelqu'un veut se signaler ou poser une question également via la caméra, n'hésitez pas à ouvrir vos micros. On est à votre écoute. Ma foi, J'étais très clair. C'est que c'est très, très clair et bravo pour cette performance. Eh ben, écoutez, c'est très bien. Moi, écoutez, si vous aviez des projets, des besoins, des difficultés, c'était forcé de rester généraliste. N'hésitez pas à vous rapprocher de nos interlocuteurs en région. On est là pour vous donner un coup de main. Voilà, ce sera vraiment avec plaisir qu'on pourra vous accompagner. On est présent sur tout le territoire français et puis également sur l'export. Donc, on est vraiment à votre disposition. Bon, écoute, rien qui descend, Alexandre. Bon, très bien. On a fait une vraie performance. C'est rare. Ouais. Ok, écoutez, l'heure est venue en tout cas de clôturer ce webinaire consacré au contrôle de température des éléments. On espère, tout comme nous, parce qu'on en apprend et on en réapprend à chaque fois, que vous avez trouvé cette session instructive et enrichissante. Et nous remercions Augustin, vraiment, très chaleureusement pour ton expertise, ton expérience et ton boulot de préparation, parce que voilà, tu nous as présenté de super supports. Et voilà. Si vous avez besoin de plus d'informations, encore une fois, pour résoudre un besoin spécifique, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe technique LVF. Notre savoir-faire est à votre disposition depuis plus de 28 ans et on continue comme ça. Nous espérons vous revoir dans un prochain webinaire des cahiers techniques LVF. Merci encore à tous pour votre participation et à bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.